C'est l'heure du journal par ici. Mesdames et messieurs, bienvenue. Les titres de cette édition. 26 octobre 1972, prise de pouvoir par le général Mathieu Kérékou à l'issue d'un coup d'État. L'on s'en souvient, en cette date anniversaire, rappel historique des faits dans cette édition. L'actualité nationale passée en revue ce lundi par certains membres du gouvernement, c'était à la faveur d'une conférence de presse. Dans le cadre de la poursuite du programme d'aménagement fluvial, les quartiers de Ménotin et Agla à Cotonou feront peau neuve d'ici là. L'annonce a été faite par les autorités, les précisions sont à suivre. À nouveau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous démarrons cette édition par une brève dans le cadre du retour imminent des œuvres d'art au Bénin. Une exposition spéciale s'est ouverte ce mardi 26 octobre au quai Branly à Paris. Des curieux et d'autres personnes intéressées pourront faire le déplacement pour visiter ces objets d'art. L'exposition prend fin ce dimanche. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le journal se poursuit. Nous parlons à présent de ce coup d'État de 1972. Et oui, comme on l'annonçait en titre, l'un des coups d'État les plus historiques fut celui du 26 octobre 1972 au Dahomey. Un intermède révolutionnaire permettant de donner une nouvelle orientation dans la conduite de la politique instaurée depuis 1960. Retour sur le parcours historique du putsch du 26 octobre 1972, une production de Mathieu Bocor. 26 octobre 1972. Nous étions le jeudi, le Dahomey d'alors appelé enfant malade de l'Afrique en raison de la forte instabilité politique qui le caractérisait depuis le 1er août 1960, enregistra son 5e coup d'État. Un coup d'État au Dahomey, nous l'avons appris cet après-midi, il a eu lieu cet après-midi d'ailleurs, le président Ahoma Degbe a été renversé aujourd'hui par l'armée. Il était environ 15 heures ce jeudi 26 octobre 1972 lorsqu'à la radio Dahomey, une voix inhabituelle, celle du chef de bataillon Mathieu Kérékou, résonna. L'armée s'engage solennellement à donner au peuple dahoméen l'espoir d'une aube véritablement nouvelle. Vive l'armée, vive la révolution, vive le Dahomey, Cotonou, le 26 octobre 1972. Quelque temps plus tôt, les militaires avaient fait irruption au palais de la présidence en plein conseil des ministres. Le président Justin Tometien Aromandegbe et ses ministres sont mis aux arrêts. Les deux autres présidents, Hubert Maga et Sourou Miga Apiti, seront également arrêtés. Ce que nous reprochons, c'est le système. Le Dahomey ne peut pas avoir 3 présidents. La France a plus de 55 millions d'habitants, j'espère, je crois bien, mais elle n'a qu'un président. Alors qu'au Dahomey, on a à peine 3 millions. 3 présidents, c'est trop. Nous sommes assez pauvres pour avoir 3 chefs. En réalité, dans leur plan initial, les putschistes avaient prévu de faire leur coup la veille, c'est-à-dire le mercredi 25 octobre 1972, au moment du Conseil des ministres. Mais un report de cette réunion gouvernementale hebdomadaire au jeudi les a obligés à réajuster leur calendrier. C'est ainsi que le cortège de chars et de blindés, avec à sa tête le capitaine Janvier Assoba, s'ébranla au camp militaire de Ouida, plus important camp du pays à l'époque. À Cotonou, à hauteur de l'église Bon Pasteur de Kadjeon, non loin de la présidence, le cortège se scinda en deux. Un groupe poursuivit son chemin vers le palais tandis que l'autre prit la direction du siège de la radio nationale. Très vite, les jeux sont faits et les principales cibles des militaires ont été mis aux arrêts.
pourquoi 26 octobre 1972. Je dirais simplement, c'est à cause de l'instabilité politique chronique que le pays a connue, à cause des conflits politiques antérieurs, puisque avant qu'on accède à l'indépendance, il y a un certain nombre de conflits en matière de gestion politique du pays. C'était une sorte d'une révolution réelle, la révolution de l'Africain, la révolution du Dahomey qui prend conscience de son existence. Et c'est venu par des militaires qui ont dit « Venez, on va gouverner ensemble avec les civils ». Le coup d'État du 26 octobre 1972 marquait tout de même, selon certains témoins, une grande différence avec ceux qui avaient suivi. Ce qui est différent cette fois-ci par rapport aux autres coups d'État, c'est que des débats ont eu lieu, des propositions ont été faites, et le gouvernement militaire révolutionnaire qui était là a décidé de mettre en place une commission nationale pour élaborer un programme. Au-delà de tout, le 26 octobre 1972 marque une rupture radicale avec le passé. Donc tout ça pour dire que le 26 octobre 1972, c'était franchement une nouvelle ère qui s'était offerte au Bénin après 12 années d'errement, de coups d'État, de stabilité, où aucun régime n'a jamais pu se terminer. C'est-à-dire qu'on n'a jamais utilisé une constitution, tout au moins pour un mandat. Aucun chef d'État n'a fini son mandat de 1972. Il faut le remarquer. Le destin d'un pays s'était donc joué ce jour-là. Que savent les jeunes de cette date? La date du 26 octobre 1972 ne me rappelle rien. Bon, la date du 26 octobre 1972, bon, j'en sais rien de ça. Ça veut dire que la nouvelle génération, ceux qui ont 25 ans, ceux qui sont nés en 90, cette date ne dit rien à personne. Alors qu'elle devrait dire quelque chose. Cette date devrait rester dans la mémoire comme l'un des pans, l'une étape importante de l'histoire politique du Bénin. 26 octobre 1972, entre incertitude et espoir, les Dahoméens ont repris leur destin en main en misant beaucoup plus sur l'intérêt général. La mer dans la mer, nous marchons vraiment pour la révolution. Nous bâtirons plus beau notre patrie, le Bénin, qui grandira dans la paix. Conférence de presse conjointe de 4 émissaires du gouvernement ce lundi 25 octobre 2021. Les ministres de la Santé, de la Justice, des Affaires sociales et le porte-parole du gouvernement ont apporté des clarifications sur les nombreuses polémiques relatives au vote de la loi sur l'avortement, de même que les réformes en faveur de la protection de la femme au Bénin. On suit le compte rendu de Aziz Achamon et Paul Lestessa aussi. C'est un face-à-face entre 4 émissaires du gouvernement et les professionnels des médias. À tour de rôle, les ministres Benjamin Hompati de la Santé, Séverin Quenob de la Justice, Véronique Toyfode Mewanou des Affaires sociales et Wilfried Léandre Ngbeji, porte-parole du gouvernement, ont passé en revue plusieurs sujets liés à l'actualité nationale. Entre autres points abordés, les nouvelles réformes en faveur de la protection de la femme au Bénin et les clarifications sur le projet de loi sur l'avortement voté par les députés. Nous avons envoyé à l'Assemblée nationale des projets de loi. Et j'insiste qu'il s'agit bien de projets de loi parce que c'est d'initiative gouvernementale. L'une portant sur la santé sexuelle et reproductive à la suite de celle qui portait sur les infractions à raison de sexe et une dernière, non moins importante, portant sur le code des personnes et de la famille. Il était utile de revisiter les dispositions de chacune de ces lois ou de les initier lorsqu'elles n'existaient pas pour donc appréhender au mieux les infractions qui ont été adressées par ces tests-là, le tout encore une fois dans la perspective d'une meilleure protection de la femme dans notre société. Le projet de loi qui a été introduit, donc la nouvelle loi modificative, a prévu notamment les cas où, dans une situation de détresse matérielle, financière, morale ou éducationnelle, la femme est confrontée à
la complexité d'une équation, celle de garder une grossesse. Dans ce cas, la nouvelle loi a prévu que la femme peut être autorisée à demander une interruption volontaire de grossesse. Il ne s'agit donc aucunement d'encourager l'avortement au Bénin. Les lois votées ne sont pas de nature à désacraliser certaines valeurs traditionnelles. L'équivoque de toute suspicion a été levé à cette conférence de presse. Concernant les lois qui répriment les infractions à raison du sexe, disons que certains cas particuliers ont été regroupés avec la création également ou l'adjonction de circonstances aggravantes. L'Institut national de la femme sera la structure qui pourra recevoir les dénonciations, les plaintes, et pourra se porter partie civile devant les juridictions ordinaires, mais également les juridictions spéciales. Particulièrement s'agissant de la loi sur la santé sexuelle et de la reproduction. L'interruption volontaire des grossesses est réglementée, mais encadrée. D'abord, le gouvernement a proclamé comme principe que l'interruption volontaire de grossesse n'est pas un moyen de contrôle des naissances. Ensuite, la loi prévoit que la contraception d'urgence n'est pas un moyen d'interruption volontaire de grossesse. Aucun gouvernement conscient et responsable ne prend des décisions allant contre l'intérêt et le bien-être du peuple. À cette occasion, plusieurs réponses ont été apportées aux diverses préoccupations des journalistes. Le Fonds national de développement agricole, FNDA, vient à la rescousse des acteurs impliqués dans la transformation des produits agroalimentaires. Ceci à travers un appui financier et suivant des critères bien définis. Le compte-rendu avec Stanislas Amoa. Le Fonds national de développement agricole, FNDA, vient en appui aux acteurs de la transformation et de la commercialisation. De concert avec la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, le FNDA renforce financièrement les opérateurs privés qui s'investissent sur ce vaste chantier de la mécanisation agricole au Bénin. Des machines à disposition des producteurs pour un meilleur rendement, tel est entre autres l'objectif visé dans la commande des 100 tracteurs, des remorques de 5 tonnes, des charrues à disques par les responsables de l'entreprise Jifa Group qui ne cachent pas leur satisfaction vis-à-vis de ce programme. Et nous avons fait un business plan d'un montant de 3 milliards. Donc pour le moment, ils nous ont fait une garantie de 500 millions pour pouvoir démarrer notre projet. Cet argent va servir à la réalisation de notre projet agricole pour pouvoir accompagner la politique de l'État dans le développement agricole. Ce fonds nous permet de pouvoir lancer la commande de ce qu'il faut pour le montage du matériel. Les facilités d'accès au financement proposées par le FNDA sont du goût des producteurs selon qui les taux d'intérêt sont à leur portée, garantissant ainsi une célérité dans leurs activités. Les banques classiques nous faisaient un prêt d'intérêt beaucoup plus élevé, ça va parfois jusqu'à 13%. Alors qu'avec FNDA, nous avons un taux d'intérêt de 8%. Ça réduit énormément les charges et puis ça nous permet d'évoluer beaucoup plus facilement. D'autres structures spécialisées dans la commercialisation des produits tropicaux comme le cajou, le soja, le karité et l'arachide ont bénéficié de l'appui de la Banque internationale de l'industrie et du commerce, partenaire au FNDA. On a bénéficié de 100 millions. Avec ce prêt, on est en train de travailler, on est en train d'honorer au contrat qu'on a avec nos partenaires. Le niveau de notre activité s'est accru. Le volume des produits qu'on avait l'habitude de commercialiser s'est augmenté. Et on a une certaine rapidité dans les livraisons parce qu'on dispose de la liquidité pour répondre aux demandes de nos partenaires. Cette promotrice intervenant dans la transformation de la tomate est également impactée par le FNDA à Koulekamé, dans le département du Koufo plus précisément. Sylvie Agbédé explique
comment elle a pu convaincre les responsables de cette structure. Notre dossier est sélectionné et c'est de là que j'ai constaté que FNDA, il est notre garantie. Il m'a octroyé 6 500 000. Et c'est la banque BICIC qui m'a accueilli. Quand j'ai reçu ce fonds-là, ça m'a permis d'acheter, d'augmenter mes foyers, mes bassines de transformation, des casseroles, des gaz. Et j'ai pu faire des étiquettes, des emballages et les bocaux qu'on utilise. À partir de février, nous allons commencer par payer l'échéance. Et c'est tous les 3 mois. Le Fonds national de développement agricole appuie ainsi les différentes structures pour la prospérité de leurs affaires. Encore quelques mois et les quartiers Ménotin et Agla de Cotonou vont connaître une nouvelle phase du programme d'aménagement pluvial de Cotonou. C'est un projet financé par l'Agence française de développement. La signature d'accord s'est déroulée au ministère du Cadre de vie et du Développement. Suivez. Bientôt, un ouf de soulagement pour les habitants de Ménotin et Agla en ce qui concerne les tracasseries liées à l'assainissement. En novembre prochain, et ceci pour une durée de 15 mois, ces quartiers vont connaître une nouvelle phase des travaux d'aménagement. Ceci vient en réponse au phénomène d'inondation souvent constaté à chaque saison pluvieuse dans ces quartiers de Cotonou. C'est un souhait devenu réalité grâce au programme d'assainissement pluvial de Cotonou, en abrégé PAPC, dont le gouvernement en est l'initiateur. C'est le lieu pour moi, au nom du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, de saluer le soutien de l'AFD dans divers secteurs, dont celui de l'amélioration du cadre de vie de nos populations. Au-delà de l'aspect environnemental, le PAPC contribuera à l'amélioration de la qualité de vie des populations en matière de sécurité dans leurs lieux d'habitation, matière de santé et sur le plan de leurs activités économiques. Pour le représentant de l'entreprise adjudicataire, pas de crainte en ce qui concerne le suivi des travaux, rassure-t-il. Vinci Construction se veut être l'un des acteurs majeurs pour la transformation environnementale du cadre de vie et des infrastructures. C'est avec le même niveau d'engagement et d'exigence que nous conduirons les travaux pour préserver les milieux naturels avec lesquels nous interagirons et garantir aux populations une meilleure expérience de transformation de leur cadre de vie. C'est une signature d'accord de contrat des travaux dont le bras opérationnel est l'Agence française de développement AFD avec l'entreprise attributaire Sogea Satom. C'est le début donc d'une nouvelle ère dans le programme d'aménagement urbain, une chose qui réjouit à plus d'un titre les autorités compétentes. Le PAPC est une réponse audacieuse aux questions d'assainissement de la ville de Cotonou. Pendant longtemps, nous avons traîné des problèmes. Nous sommes en face aujourd'hui d'un programme qui apporte une vraie réponse aux préoccupations des Cotonoises et des Cotonois. Plus qu'une ambition, c'est une véritable vision au profit, heureusement pour le cadre de vie, au profit de la ville, au profit du développement urbain. On n'oublie pas les villes secondaires. L'asphaltage est allé jusqu'aux villes secondaires. L'assainissement va vers les villes secondaires. Nous, ici au ministère du cadre de vie, à l'agence, nous sommes très contents de ces moments-ci parce que chaque fois que nous posons une pierre en plus, c'est le PAG qui avance, c'est le Bénin qui se construit. D'autres quartiers vont connaître également dans les tout prochains mois une métamorphose grâce à la deuxième phase du dit projet. C'est un élément signé Aziz Achamou. Dernier élément pour clore ce journal, des jeunes entrepreneurs de l'île de Mayotte engagés dans la protection de l'océan Indien ont été reçus par le chef de l'État du Comore. Ils sont venus exposer au président le bien fondé de leur plateforme Agissons pour l'océan Indien. Reportage. À Moroni, depuis le jeudi 14 octobre, ces 20 jeunes chefs d'entreprise de l'île de Mayotte ont comme mission de réunir les entrepreneurs de la région autour de la plateforme Agissons pour l'océan Indien, APO.
Dans leurs échanges avec le président de la République qui les a reçus à Beit Salam, avec d'autres jeunes entrepreneurs des autres îles de l'archipel, ils ont justifié la pertinence de leur mission. Je peux citer un exemple, c'est la décision qui a été prise de monter une plateforme numérique qui permettrait de mettre en relation des porteurs de projets qui viennent de zones d'incubation, qui peuvent mettre en relation des personnes qui sont situées dans la région ou qui étaient dans la région mais qui sont aux États-Unis, qui sont ailleurs, etc. pour qu'ensemble, on puisse créer une communauté de personnes qui peuvent être des bailleurs de fonds, des business angels, des personnes qui portent des initiatives en mutualisant des moyens qui sont de part et d'autre pour créer des entreprises. À travers le plan Comores émergent, qu'il y a un projet et une initiative d'ordre public. Cette initiative d'ordre public est complémentaire à l'initiative privée, terrain sur lequel nous agissons. Parrain de cette mission, la Chambre de commerce considère ce projet comme un moyen d'élargir les marchés du secteur privé. On leur laisse la possibilité de pouvoir travailler avec nous. On leur laisse la possibilité de créer des partenariats avec des jeunes, avec des entreprises qui existent déjà et voir comment on peut ramener nos territoires vers un développement durable. Je rappelle une chose, c'est que si une entreprise veut rester juste à Mayotte pour développer son activité, alors là, cette entreprise est très limitée. Aujourd'hui, travailler pour l'ensemble des 4 îles, on a un marché beaucoup plus important que de travailler dans une seule île. Ce rassemblement d'expertise et expérience permettra aux entrepreneurs du pays de décrocher de gros marchés à l'international. C'est une très belle initiative qui permettra à nos jeunes entrepreneurs de Mayotte, de Mouéli, d'Anjouan et de Grande Comore de se retrouver et de créer des opportunités économiques dans l'ensemble des îles, mais aussi de pénétrer d'autres marchés de la région comme la Tanzanie ou le Kenya. Les résultats attendus par rapport à cette mission est de permettre aux jeunes porteurs de projets de les concrétiser, ainsi promouvoir le secteur privé. Ainsi se referme ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi.